Avant de commencer, ceci est l'épisode 2. Les épisodes précédents sont dans la playlist en description et les commentaires. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, move my body. Techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body. Ce chapitre commence avec deux personnages qui cherchaient à escroquer un nouvel arrivant qui grommelait. Notre protagoniste, en observant les trois, se rend compte qu'ils se connaissent et ce qu'ils planifient. Le type observe la situation et rit, tandis que les deux autres restent silencieux. Bientôt, il les interpelle, leur demandant d'arrêter de marcher partout pour ne pas lui donner le tournis, et cherche à savoir ce qu'ils veulent. Le nouvel arrivant remarque que le type paraît bien pâle et s'inquiète de la gravité du poison. Le figurant avec une cicatrice sur le front s'exclame que cela ne pouvait être plus évident et propose de cesser de chercher un traitement pour plutôt avertir les autres de ses actions malveillantes afin de l'exposer et empêcher de nouvelles victimes. Notre protagoniste tombe alors et interroge le propriétaire du lieu pour savoir s'il a récemment offensé quelqu'un. En sueur, le propriétaire nie. Se demandant si le riz du propriétaire empêche quelqu'un de faire des profits, le vieil homme répond que ce n'est qu'un humble travail de survie, incapable d'empêcher quiconque de gagner de l'argent. Notre protagoniste trouve cela étrange et se demande ce que les escrocs veulent réellement. À ce moment-là, un disciple de la secte de notre protagoniste lance un avertissement et tente de frapper l'homme qui semblait empoisonné. Ce dernier esquive rapidement le coup, mais reste embarrassé, en sueur. Le type commente que pour quelqu'un prétendument empoisonné, éviter un coup aussi facilement est impressionnant. Bientôt, tout le monde commence à crier à la tromperie et accuse l'homme d'essayer de gagner de l'argent de manière malhonnête. Il devient évident qu'il est un disciple du pavillon des Hauts-Cieux, avec un kung-fu formidable. Notre protagoniste réfléchit en silence, reconnaissant que l'homme agit comme un chevalier démasquant un imposteur pour protéger les faibles et gagner en réputation. S'il ne l'avait pas vu dans la ruelle, il aurait probablement été trompé aussi, mais se demande pourquoi tout cela. Le figurant, furieux, pointe du doigt et demande au type qui il est, en l'accusant de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Le type rit et se présente comme Sumu du pavillon des Hauts-Cieux. Le figurant, surpris par son talent, admet sa défaite et promet de se souvenir de lui pour une future rencontre. Notre protagoniste rit alors comme un fou, et la conversation continue sur un ton élégant mais quelque peu faux. Sumu, leur demandant simplement de partir, fait rire notre protagoniste intérieurement. Il pense que s'il les laisse partir, ils auront obtenu ce qu'ils voulaient, et que Sumu cherche à attirer l'attention sur lui. Il ne peut pas permettre que toutes ces personnes soient trompées. Ayant un plan, notre protagoniste crie qu'ils ne peuvent pas les laisser partir si facilement, car la victime d'aujourd'hui était un vendeur de riz. S'il ne donne pas une leçon aux escrocs, il pourrait s'attaquer à d'autres boutiques. Effrayés, les figurants se rendent compte des conséquences potentielles de leurs actions. Tout le monde commence à crier qu'ils ne peuvent pas laisser ces escrocs partir si facilement, car ils pourraient revenir un jour et ruiner d'autres commerces, obligeant leurs propriétaires à fermer et perdre leur réputation. Les figurants deviennent totalement sombres en écoutant les lamentations et les répercussions de leurs actes. Sumu regarde alors notre protagoniste, qui propose de capturer les voleurs ensemble. Sumu, surpris, accepte l'idée, bien que réticent. Notre protagoniste révèle qu'il est également un disciple du pavillon des Hauts-Cieux depuis 3 ans, ce qui agace Sumu. Déterminé, notre protagoniste insiste sur l'importance de capturer ces lâches et de rendre justice en aidant le village de Black Pom. Les figurants, impressionnés par le discours de notre héros, commencent à le louer. Le type qui avait orchestré la tromperie transpire froidement, réalisant qu'il est encerclé. Notre protagoniste, sans perdre de temps, pose une main ferme sur l'épaule du type et propose à Sumu de les capturer ensemble en tant que duo de héros. Sumu, désemparé, pense à une échappatoire dès qu'il en aura l'occasion. Alors, faisant un clin d'œil aux figurants, ceux-ci déglutirent et transpirèrent sous le regard vigilant de notre protagoniste, qui ne manqua pas cette nuance. Le propriétaire de la boutique, pointant du doigt, incita les observateurs à aider au lieu de rester là à regarder, et tout le monde acquiesça,
Un figurant plus pressé s'écria qu'il allait y aller, tenant quelque chose pour frapper. Rapidement, les figurants furent encerclés et tout le monde planifia de leur donner une bonne leçon, résultant en une raclée unilatérale. L'un des figurants implora alors de ne pas gâcher les funérailles, tandis que l'autre pensa à la merde dans laquelle il s'était mis. Quelque temps plus tard, les deux figurants étalés sur le sol essayèrent d'appeler Sumu, mais celui-ci les réprimanda vivement de ne pas oser prononcer son nom. À l'arrière, notre protagoniste riait comme un fou, se demandant combien de fois ils avaient utilisé ce stratagème avec d'autres marchands, trouvant cela déplorable. Le figurant le plus pressé qui avait couru pour frapper demanda comment ces inutiles avaient osé troubler le village de Black Pan. Notre protagoniste, d'accord avec lui, suggéra de faire des entailles à chacun d'eux pour en finir, afin qu'ils ne commettent plus jamais de crime. Cette suggestion laissa même les personnes qui avaient aidé à battre les figurants quelque peu réticentes. Les figurants, regardant Sumu avec regret, réfléchissaient en silence et en sueur. Sumu, se tournant vers notre protagoniste, demanda si cette mesure n'était pas un peu exagérée. Notre protagoniste, en le fixant, répondit que si le propriétaire avait vu son commerce ruiné, il aurait été incapable de survivre, ajoutant qu'il y avait un prix à payer pour leurs actions. Un des figurants, en sueur, objecta qu'il ne pouvait simplement pas les tuer, tandis que l'autre, choqué, pensait que si eux devaient tomber, ils entraîneraient Sumu avec eux. Notre protagoniste, continuant sur sa lancée, souligna que si le criminel pouvait tuer, il pouvait aussi le faire sous la protection de la loi. Il soupçonnait Sumu de les connaître et de ne pas vouloir les tuer pour cette raison. Sumu, complètement choqué, se tourna vers notre protagoniste et demanda ce qu'il insinuait. Le propriétaire de la boutique arriva, voulant des explications. Notre protagoniste, les bras croisés, fixait Sumu en soulignant que s'il était vraiment un homme, il ne devrait pas avoir peur de les tuer pour le bien du village. Sumu, riant comme un fou, nia avoir peur. Toutefois, en dissimulant, il affirma que personne n'avait été tué, ce qui n'était pas nécessaire. Notre protagoniste, attisant le feu, insista pour agir immédiatement. Le plan de Sumu étant compromis, l'un des figurants se leva, accusant Sumu de traîtrise. Le figurant révéla qu'ils avaient convenu de tromper le commerçant et que Sumu devait apparaître en héros. Il le qualifia alors de déchet inutile. Sumu nia en bloc, mais le figurant continua en dénonçant Sumu comme l'instigateur du plan pour impressionner la fille du chef. La vérité ainsi révélée, notre protagoniste comprit enfin la motivation derrière les actions de Sumu. Le disciple, en étant démasqué, qualifia les autres de menteurs, mais le figurant répondit qu'ils avaient peut-être fait quelques erreurs, mais ruiner le moyen de subsistance de quelqu'un n'était pas dans leurs habitudes. Le figurant expliqua que saboter le moyen de subsistance de quelqu'un équivalait à se saboter soi-même. Notre protagoniste, alors, demanda combien le figurant aurait gagné si le plan avait réussi. Le figurant avoua que cela aurait été 50 pièces d'argent, ce qui surprit notre protagoniste par la somme importante. Le propriétaire de la boutique, furieux, insulta Sumu, le traitant d'insecte déplorable et le comparant négativement à notre protagoniste. Il ajouta qu'il avait honte de lui, et les autres exprimèrent leur mépris, estimant que Sumu était une honte pour le pavillon des hauts cieux. Une fille, déçue, murmura qu'elle pensait qu'il était un héros. Le gars fixa simplement notre protagoniste et pensa que tout cela était de sa faute, qu'il avait détruit son plan et son nom. Puis, il demanda comment il devait l'appeler, tout en l'appelant « frère ». Notre protagoniste, totalement moqueur, fit simplement un clin d'œil, suggérant qu'il devine. Le gars, criant, affirma qu'il découvrirait bientôt son identité. Considérant qu'il était au pavillon depuis 3 ans, il pensait qu'il devait être juste un disciple débutant, et ajouta qu'il aurait sa vengeance un jour. En bougonnant, il ordonna à tout le monde de s'écarter de son chemin. Notre protagoniste, regardant sur le côté, remarqua que les 2 autres s'étaient également échappés et fit remarquer leur rapidité. Le propriétaire de la boutique, inquiet, dit au jeune homme que, ce jour-là, il avait offensé Sumu et craignait que cela ne puisse lui causer des problèmes à l'avenir. Notre protagoniste, sans peur, répondit que le pavillon avait des règles et qu'il ne pouvait pas le blesser. L'oncle R, cependant, insista sur le fait qu'il devait être prudent, craignant que quelque chose de mauvais ne lui arrive pour les avoir aidés. Notre protagoniste rit, assurant à l'oncle Ray qu'il ferait attention. Quelque temps plus tard,
Alors que notre protagoniste partait, son oncle Ray lui rappela de faire attention sur le chemin du retour. Notre protagoniste le remercia, et en arrivant chez lui, il rangea tout ce qu'il avait acheté, satisfait de ne pas avoir à s'inquiéter pour les provisions ce mois-ci. Il se demanda si Sumu allait l'attaquer sur le chemin du retour vers le pavillon, mais cela ne se produisit pas. Il pensa aux règles interdisant de tuer des disciples, réalisant que Sumu se causerait des problèmes s'il osait l'attaquer en dehors du pavillon. La meilleure chance de Sumu serait de le défier. Ne pouvant pas mesurer toute sa force, il savait que Sumu était au sommet de la frontière du corps tempéré. Mais à quel stade exactement? Cela n'était pas bon. Il se dit qu'il devait s'entraîner beaucoup, sinon il serait bientôt tué. Un autre jour, à l'aube, notre protagoniste s'entraînait déjà, pensant que depuis sa fusion avec le squelette doré, les techniques de fondation du pavillon des Hauts-Cieux n'étaient plus puissantes. Il se demanda s'il devrait s'entraîner une demi-heure pour le reste de sa vie. Avec 12 heures productives dans une journée, il ne pouvait s'entraîner que pendant une demi-heure, se demandant ce qu'il ferait pour le reste de la journée. Dormir n'était pas une option. Après son entraînement, il prit un bain, pensant que continuer à pratiquer de cette manière était insuffisant. Peut-être devrait-il aiguiser des couteaux ou couper du bois. Ayant une idée, il sortit le livre noir de sa conscience. La première page se référait à la fondation du squelette doré, la deuxième aux méthodes de cultivation du corps tempéré avec un squelette doré, mais il se demanda ce que contenait la troisième page. En tenant le livre, un petit chaudron doré dégageant de la fumée apparut. Il pensa que selon le livre doré, cet encens l'aiderait dans son entraînement, mais qu'il était inutile sans les herbes nécessaires à brûler. Le parfum qui en résulterait l'aiderait beaucoup. Différentes phases nécessitaient des herbes différentes. Les herbes dont il avait besoin étaient la fleur des 3 foragises spirituelles et l'herbe interdite. Bien que peu coûteuses, elles étaient rares et pouvaient vraiment l'aider. Il réfléchit que ces herbes pouvaient sûrement être acquises dans le hall de contribution, mais le vieux trésorier Meng était tellement mesquin. Elles lui coûteraient une fortune et il n'avait pas assez de points de contribution. Il pensa que sa seule option était de les trouver lui-même. La montagne Blackwind n'était pas loin du pavillon des Hauts-Cieux et il espérait pouvoir y trouver ces herbes. En se couchant, il se dit qu'il irait là-bas demain. À l'aube, après avoir pratiqué sa technique pendant l'heure nécessaire, il balaya tout le hall de contribution sous le regard du vieux Meng. Après cela, le vieil homme lui lança soudainement un livre. En l'ouvrant, notre protagoniste se rendit compte qu'il s'agissait d'un livre sur les herbes, leurs propriétés médicinales et où les trouver. Il demanda alors une permission à l'atelier des affaires générales pour sortir pendant 3 jours, pensant aux herbes qu'il trouverait. Après quelque temps de marche, il se retrouva dans la montagne Blackwind, profitant de la brise relaxante. En entrant dans la montagne, il commença à collecter une herbe. En se relevant, il se dit que c'était l'herbe de dents acérées, et en sueur, il constata sa difficulté à la trouver. Poursuivant sa marche, il observa ses alentours et se demanda pourquoi tout semblait mort. En voyant 3 brins d'herbe devant lui, il reconnut l'herbe interdite, prêt à la récolter, heureux de l'avoir enfin trouvée. À la tombée de la nuit, il s'étira, remarquant combien la journée avait été longue. Sortant un gâteau de riz, il se prépara à manger, décidant de dormir dans un arbre après son repas. La nuit tomba, et notre protagoniste s'endormit sur un arbre, prudent de ne pas devenir le repas des bestioles. La nuit passa, et il se réveilla très tôt, faisant son heure d'entraînement de base comme demandé par la technique. Mangeant son gâteau de riz, il se dit qu'il devait chercher plus d'herbes. Son estomac gronda plus tard, et il réalisa qu'il avait faim. Il pensa qu'il aurait trouvé de la nourriture, mais sans succès. Regrettant de ne pas avoir apporté plus de gâteau de riz, il se demanda où trouver de la nourriture dans cette forêt déserte. Alors il aperçut quelque chose et remarqua de la fumée, se demandant qui allumerait un feu dans la forêt, supposant que ce soit un idiot ou un amateur. En s'approchant du feu de camp, il s'exclama de l'avoir trouvé. Bientôt, quelqu'un demanda qui était là, ce qui le surprit complètement. 2 personnes armées d'arcs apparurent. Notre protagoniste, totalement choqué, tenta de les calmer, expliquant qu'il était seulement là pour cueillir des herbes. «
Voyant qu'il n'y avait pas de danger, l'une des personnes abaissa l'arc et rassura en disant que ce n'était qu'une fausse alerte, demandant à l'enfant d'abaisser également son arc. Notre protagoniste, embarrassé, s'excusa. Le nouveau venu l'invita à venir, mentionnant que le vent se levait et qu'il était difficile de marcher partout. Notre protagoniste s'assit, remerciant pour l'invitation. L'autre se présenta comme Zeng Sham, expliquant qu'il vivait au pied de la montagne et venait régulièrement ici pour chasser et se nourrir. Il ajouta de ne pas sous-estimer l'enfant, car c'était un excellent chasseur qui l'avait souvent suivi à travers la montagne. L'enfant fit une grimace souriante. Zeng Sham demanda à notre protagoniste ce qu'il faisait dans les parages. Celui-ci, tout formel, le salua et expliqua qu'il était un disciple du pavillon des Hauts-Cieux, là uniquement pour cueillir des herbes. Zeng Sham, choqué, mentionna que son fils s'était déjà intéressé à la cultivation, mais n'étant pas assez fort, il était revenu chez eux, idolâtrant cependant toujours les cultivateurs comme notre protagoniste. L'enfant regardait notre protagoniste comme un héros. Notre protagoniste lui caressa la tête et le motiva en disant que même s'il n'avait pas été accepté, cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas s'entraîner par lui-même. À ce moment de motivation, son estomac gargouilla, ruinant la scène et embarrassant notre protagoniste, tandis que l'enfant riait, lui donnant un morceau de biscuit. L'enfant lui offrit un peu de nourriture, mais notre protagoniste, embarrassé, refusa en disant qu'il y avait une pénurie de nourriture dans cette montagne et qu'il valait mieux garder le biscuit. Zeng Sham insista pour qu'il prenne le biscuit, voyant qu'il était très affamé. Finalement, notre protagoniste accepta le biscuit, l'enfant rayonnant de joie. Après avoir mangé, ils éteignirent le feu et notre protagoniste se coucha d'un côté, tandis que Zeng Sham et son fils dormaient de l'autre côté. La nuit passa très vite. Le lendemain matin, notre protagoniste se leva et laissa quelques herbes pour Zeng Sham et son fils qui dormaient encore. Regardant les deux dormir, il se dit que ces herbes avaient des propriétés curatives une fois écrasées, ce qui devrait les aider dans leur chasse en forêt. Puis il se prépara, médita pour son entraînement quotidien du matin, fit ses mouvements précis avant de se reposer tout en cultivant. Notre protagoniste, effrayé, se demanda ce qui se passait avec cette sensation perturbante dans son corps. Cependant, la sensation disparut et il essuya sa sueur, réalisant qu'il avait atteint la 5e phase du corps tempéré. Il pensa à la rapidité avec laquelle il avait obtenu le squelette doré en quelques jours, dépassant 2 niveaux, et s'étonna de la vitesse incroyable de sa progression. Il prit ses affaires et se prépara pour une autre marche à la recherche d'herbes, réfléchissant à la vitesse à laquelle il pourrait s'améliorer s'il avait un peu plus de temps de pratique. Le temps passa, et notre protagoniste trouva un petit animal à manger. Il se dit que la chasse avait été productive, ramassant plusieurs herbes et même un lapin. En regardant autour de lui, il pensa qu'il était à la lisière des 10 Miles, réalisant que s'il avançait plus loin, il rencontrerait des bêtes sauvages. Avec ses compétences actuelles, il ne pourrait que fuir ou devenir une proie facile. La tête basse, il commença à marcher, mais un cri lointain provoqua une agitation dans la forêt, attirant son attention. Il reconnut cette voix et commença à courir. Bientôt, il arriva à l'entrée d'une grotte, effrayé. En voyant un arc sur le sol, il pensa à qui il appartenait. Jetant ses affaires par terre, il arracha rapidement les toiles d'araignée et commença à entrer dans la grotte. À l'intérieur, il vit plusieurs toiles d'araignée, ainsi que des squelettes enveloppés dans des cocons. Il marcha parmi les corps de personnes et d'animaux dans les cocons, s'exclamant rapidement en reconnaissant Zeng Sham, le père de l'enfant, prisonnier dans l'un de ces cocons. Vérifiant la respiration de l'homme, il remercia le ciel qu'il soit encore vivant. Perturbé, l'homme se réveilla rapidement, suppliant notre protagoniste de sauver son fils, qui avait été traîné à l'intérieur de la grotte. Effrayé, notre protagoniste comprit le danger de la situation et essaya de retirer l'homme du cocon, mais réalisa que la toile d'araignée ne pouvait pas être enlevée en moins d'1 heure et demie. Il se retourna alors, promettant de sauver le garçon et demandant à l'homme d'attendre ici. En partant, il lui cria de faire attention aux bêtes araignées démoniaques. En entrant plus profondément dans la grotte, notre protagoniste s'arrêta, effrayé par une énorme araignée sur sa toile, prête à manger le petit garçon.
Il la vit injecter du venin en lui et cria, commençant à courir, exigeant qu'elle arrête immédiatement. Sautant, il donna un coup de poing puissant à l'araignée, faisant tomber le garçon pris dans la toile. Notre protagoniste et l'araignée tombèrent au sol, la créature n'étant pas du tout contente de lui. L'araignée se jeta sur lui, mais avant qu'elle ne puisse le piquer, il lui asséna un coup de poing dans l'abdomen. Le coup ne semblant pas très efficace, il continua, gémissant, à donner plusieurs coups de pied à la créature, la projetant contre le mur. Pensant que Dieu merci, l'araignée était seulement au premier niveau, il réalisa que sinon, elle aurait pu le tuer. Pourtant, avec ses compétences, cela allait être difficile. Regardant le garçon, il pensa qu'il était empoisonné et perdait beaucoup de sang. Puis, quelque chose attira son attention et il regarda rapidement l'araignée qui préparait un jet de toile pour le frapper. Rapidement, il sauta de côté pour l'éviter. L'araignée ne s'arrêta pas et continua à lancer de la toile. Il se demanda ce qu'elle prévoyait de faire, puis réalisa que son plan initial était de sceller la sortie. En sueur, il murmura à quel point c'était beau, comprenant qu'elle voulait se battre jusqu'à la mort. Courant vers elle, il l'invita au duel, criant. Les attaques de toile ne cessèrent pas, causant quelques blessures à notre protagoniste, même en les évitant. Préparant un coup de poing, il sauta, mais l'araignée était plus rapide, le frappant avec sa patte et le faisant gémir de douleur. Observant tous ses yeux monstrueux le regardant comme un snack, il pensa à quel point cela faisait mal, mais se sentait euphorique. Bientôt, avec son bras perforé, il prépara un super coup de poing et frappa le visage de l'araignée, lui ordonnant d'arrêter sa stupidité. Cela brisa complètement son attaque. Ne s'arrêtant pas là, il perça un autre œil avec un coup de poing. Retirant sa main, il se rendit compte de son immense pouvoir, constatant que cette bête n'était pas aussi forte qu'il l'avait imaginé. Souriant, il continua de frapper l'araignée partout, même en étant attaqué plusieurs fois. Finalement, l'araignée était fichue. Réalisant qu'elle tentait encore de le couvrir de toile, il pensa que ces toiles étaient inutiles, comprenant qu'elle devait être affaiblie. Une fois de plus, il la frappa, mais cette fois, c'était un coup final. En la regardant étalée au sol, il s'interrogea sur sa mort rapide. Bien que cette araignée démoniaque soit au premier niveau, il savait que ce n'était pas quelque chose qu'un cultivateur de 5e phase du corps tempéré pourrait supporter. Même s'il était blessé, il se sentait totalement bien. Il retira alors le dard de l'araignée de son bras, enleva les toiles d'araignée et prit rapidement le garçon dans ses bras. Plus loin, il vit le père du garçon courir et demander comment il allait. En le regardant, notre protagoniste expliqua que le garçon avait été empoisonné et perdait beaucoup de sang. Plaçant le garçon dans les bras de son père, il leur demanda d'attendre ici, promettant de chercher quelque chose, et partit en courant. Quelque temps plus tard, il revint avec son sac d'herbe, commença à en mâcher quelques-unes et appliqua la pâte ainsi faite sur la blessure au bras du garçon. Le vieil homme, inquiet, exprima son espoir que rien de mal n'arriverait. Notre protagoniste, confiant, répondit que cela ne devrait pas poser problème, se souvenant clairement des effets de cette herbe. Le garçon, dont le visage était empreint de douleur, semblait maintenant plus détendu. Son père, soulagé, se mit à pleurer et remercia Dieu avec ferveur. Notre protagoniste l'interrompit cependant, expliquant que ce n'était pas encore suffisant, car l'herbe médicinale était très faible et ne pouvait que soulager les symptômes temporairement. Il devait trouver un médecin, sinon il craignait que le garçon ne succombe aux effets de la blessure. Effrayé, le père du garçon comprit qu'il devait se rendre immédiatement chez un médecin. Toutefois, notre protagoniste souligna qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter. Ils devaient d'abord attendre que le garçon récupère un peu de ses forces avant de partir. Le père acquiesça, impressionné par la conviction du protagoniste, mais s'inquiéta des blessures non traitées de celui-ci. Notre protagoniste, souriant, assura qu'il n'en avait pas besoin. Le père, effrayé, s'étonna de la quantité de sang perdu, se demandant comment il pouvait aller aussi bien. Plein d'énergie, notre protagoniste admit qu'il ne savait pas exactement comment, mais qu'il se sentait complètement bien. Se souvenant soudain de quelque chose, notre protagoniste se précipita pour prendre ses affaires, demandant à ce que l'on attende un instant. Il partit rapidement, promettant de revenir bientôt, tandis que le père,
perplexe, acquiesça simplement. Quelque temps plus tard, au fond de la grotte, notre protagoniste réfléchit à ce qu'il avait remarqué en combattant la bête démoniaque. Comme prévu, des plantes poussaient à l'intérieur de cette grotte. Il vit une branche d'herbe et reconnut la fleur des 3 feuillages spirituels. Avec une tige dans sa main, il pensa que cette fleur poussait dans des endroits humides et sombres, remplis de cadavres, faisant de cette grotte un écosystème idéal pour elle. Il commença alors à les récolter toutes. Après cela, il pensa que faire le bien avait ses récompenses. Si ce n'était pas venu pour sauver le père et le fils, il n'aurait pas trouvé cette fortune. En revenant, il remarqua quelque chose de brillant et se demanda ce que c'était, notant que ce n'était pas mentionné dans le livre du trésorier Meng. Il ramassa le champignon rouge sang brillant, décidant de le prendre pour l'instant et de déterminer quoi en faire plus tard. Sortant de la grotte, notre protagoniste proposa d'accompagner le père et l'enfant jusqu'au village. Le père, portant l'enfant, exprima sa gratitude, mais notre protagoniste, souriant, déclara qu'il n'y avait pas besoin de le remercier, car c'était aussi son chemin. Quelque temps plus tard, ils arrivèrent à la porte du pavillon médical du village de Black Pam. Notre protagoniste attendit dehors, les bras croisés, tandis que le père demandait au médecin de s'occuper de son fils. Bientôt, le médecin, irrité, chassa le père en lui disant de rester dehors et de le laisser faire son travail. Le père, désespéré, se mit à genoux devant notre protagoniste, racontant que le médecin avait dit que si son fils n'avait pas été traité immédiatement, il aurait perdu la vie. Il avoua qu'il était incapable de rendre cette gentillesse, promettant de travailler toute sa vie pour rembourser cette dette. Notre protagoniste, embarrassé, lui répondit que s'agenouiller n'était pas une bonne manière pour les hommes, ajoutant que sa gentillesse et ses actions avaient déjà payé cette dette. Il admit cependant qu'il n'avait pas remboursé pour avoir mangé les portions de son fils et que c'était lui qui devait le remercier. Le père affirma alors que notre protagoniste était vraiment une bonne personne. À ce moment-là, la salle du médecin s'ouvrit et le vieil homme annonça que la condition du garçon était stable, bien qu'il ait perdu beaucoup de sang et doive dormir encore un moment. Le père, radieux et heureux, remercia le médecin, tandis que notre protagoniste assistait simplement à la scène. Quelque temps plus tard, nous voyons les disciples au pavillon se demandant ce qu'il était arrivé à Yang Kai, se questionnant sur son absence prolongée. Un autre disciple évoqua la possibilité qu'il ait quitté le pavillon des Hauts-Cieux, mais cela fut vite rejeté, sachant à quel point Yang Kai était têtu et ne partirait pas même s'il était battu à mort. Puis, soudain, une figure familière apparut. Il regarda la foule, se demandant pourquoi il y avait tant de monde ici. On dirait que Sumu allait trouver notre protagoniste plus vite qu'il ne le pensait. Boum! Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt pour le prochain épisode. Et ciao! I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body.